Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors en général, lorsqu'on évoque les rapports bucco-génitaux, on pense tout de suite aux préliminaires. Et il me semble qu'il faut peut-être faire la différence entre les deux parce qu'on peut pratiquer des préliminaires sans forcément qu'il y ait des rapports bucco-génitaux. Parce que oui, en effet, certaines personnes sont tout à fait incapables de mettre un organe génital dans leur bouche, comme elles peuvent aussi ressentir une gêne trop importante si leur partenaire veut embrasser leur vulve ou leur pénis. Donc, c'est en compagnie de Philippe Arlin aujourd'hui que nous allons non pas évoquer les préliminaires, mais bien les fellations et les cunnilingus et évidemment ce fameux 69. Alors, ce 69, il est souvent peu apprécié, comme si on ne pouvait pas donner et recevoir du plaisir en même temps. Alors, moi, je trouve ça un peu dommage. J'ai envie un peu comme ça, peut-être, pendant ces 2 heures, de réhabiliter le 69 parce que c'est quand même une pratique justement qui permet de se connecter à l'autre pleinement. Je ne sais pas ce qu'en pense Philippe Arlin, il va nous le dire dans un instant. Et je vous invite à venir témoigner pour nous raconter ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas. Si vous avez une gêne avec ces rapports bucco-génitaux, c'est le moment de nous appeler au 0826 300 300. Bonjour Philippe Arlin. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Je vois que vous avez votre chat. C'est pour nous rappeler votre livre, Charlie, le chat du sexologue, qui était sorti aux éditions de la Musardine. Il est fidèle au poste. Il est toujours là. Il va nous aider. Pas une miette. Il va nous aider parce qu'on sait que les chats adorent lécher, si je peux me permettre. Exactement. Alors, est-ce que les chats font des 69? Là, va falloir que j'étudie de plus près. Non, mais l'avantage des animaux, c'est qu'ils peuvent se faire des rapports bucco-génitaux tout seuls. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un d'autre. Voilà. L'autofellation chez le chat. Voilà, c'est facile pour papa. Tandis que nous, c'est pas facile. Alors, je sais pas si c'était facile quand on était encore à 4 pattes, mais bon, en tout cas, c'est pas facile aujourd'hui. Donc, on a besoin de l'autre. Et alors, déjà, je voulais votre avis sur le 69 pour commencer l'émission. Alors, c'est un sujet sur lequel on n'est pas tout à fait d'accord parce que moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il est difficile d'être aux 2 endroits en même temps. En tout cas, c'est ce que j'observe. Dans la sexualité, beaucoup de gens vont avoir des difficultés à recevoir et on le sait, et pas forcément recevoir que à l'occasion de préliminaires ou de fellation ou de cuni. Et donc, du coup, d'être dans la position de celui qui fait des choses et de celui qui reçoit, c'est compliqué. Ça veut pas dire que le 69, dans l'absolu, n'est pas une magnifique pratique. Je pense que quand c'est réussi, c'est une magnifique pratique. Par contre, je pense que c'est complexe et qu'il est difficile pour beaucoup d'être à la fois dans la réception et dans le don. Oui, mais justement, c'est intéressant d'essayer. De le travailler et d'apprendre à voir comment on peut être dans les deux en même temps, dans la perception. En tout cas, je pense que c'est très important, c'est de parler de rapports bucco-génitaux et de ne pas parler de préliminaires, parce que vous avez tout à fait raison. Beaucoup de préliminaires ne passe pas forcément par des rapports bucco-génitaux et beaucoup de rapports sexuels peuvent se limiter à des rapports bucco-génitaux, donc ce ne sont pas des préliminaires, c'est une pratique à part entière qui prend place ou pas à l'occasion d'un rapport sexuel. Oui, et ça, je crois que c'est déjà une idée reçue à laquelle on va tordre le cou parce que je pense que pour la plupart des gens qui nous écoutent, quand on parle préliminaire, rapport bucco-génitaux, je pense qu'ils faisaient l'amalgame entre les deux. Oui. Donc c'est important, Et c'est très important parce que je pense, mais ça pourrait être l'occasion d'une autre émission, qu'il serait important de réhabiliter les vrais préliminaires, c'est-à-dire cette ambiance, cet avant qui donne envie d'aller plus loin. C'est ça les véritables préliminaires. On est à la limite encore habillé, mais c'est ce moment érotique où le désir monte, où on va s'embrasser, etc., qui va donner envie d'aller plus loin. Quand on est dans un rapport bucco-génital, on n'est plus dans quelque chose qui est censé donner envie, on est dans le rapport sexuel à part entière et souvent il y a un glissement et c'est souvent parce que justement quand le couple évolue, il oublie des fois les préliminaires tels que je viens de les définir et du coup ça crée des difficultés de désir. Donc c'est bien important de mettre chaque chose à sa place et là de parler de rapports bucco-génitaux. Oui, mais je crois qu'il y a peut-être une différence encore entre nous, Philippe Arlin. Moi, je parlerais plus de l'excitation. Les préliminaires servent à exciter pour que justement l'homme soit en érection et la femme lubrifie. Au fond. Alors après, bien sûr que le désir
c'est aussi de l'excitation et que le désir peut provoquer tout ça, mais l'utilité des préliminaires, c'est de permettre une pénétration C'est de donner sans douleur. envie, oui, et de créer l'excitation. Oui, tout à fait. Vous êtes d'accord aussi Oui, avec tout ça, à fait. bien sûr. Oui, oui. Non, mais je sais pas que je voulais vous contredire, mais je crois que c'est tellement important pour que les gens comprennent bien beaucoup trop de couples, surtout des couples au long cours, obligent le rôle des préliminaires, qui est finalement de permettre un rapport sexuel sans douleur. Notamment pour la femme, on en a parlé hier, notamment avec la ménopause. On faisait une émission sur la ménopause hier avec Christian Jamin, Philippe Arlin, et on sait qu'avec l'âge, parfois, il faut allonger le temps des préliminaires, justement, parce que le désir ou l'excitation, elle est moins évidente que quand on a 20 ans. Mais il est important de bien comprendre que cette manière de permettre le rapport sexuel, c'est pas uniquement les rapports bucco-génitaux. Voilà, c'est tout un tas de caresses, de pratiques qui vont amener à. Alors, ce qui est intéressant aussi dans la dernière enquête qui a été faite sur la sexualité des Français, Philippe Arlin, eh bien, figurez-vous, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a plus d'hommes qui pratiquent le cuni que de femmes qui pratiquent la fellation. Ouais. Moi, alors, je suis pas surpris, mais en même temps, moi, j'entends les pratiques dans mon cabinet et ça reflète ce que j'entends. J'entends beaucoup plus de femmes qui me parlent de leurs difficultés à la fellation que d'hommes. Alors, je vais avoir des hommes qui sont des fois un peu pressés, qui vont un peu vite à la pénétration et qui oublient au passage de faire un cuni, mais j'ai beaucoup moins d'hommes qui sont bloqués par la pratique en tant que telle que de femmes. Ouais. Oui, donc ça confirme bien confirme bien. Alors, ce qui est intéressant aussi à comprendre, c'est que quelque part, quand on est gêné, forcément c'est compliqué. Et je voulais rappeler, parce qu'on en a parlé hier aussi, je voulais rappeler qu'on peut très bien utiliser un jouet lors des préliminaires ou lors d'un cuni, par exemple, si la femme a du mal à arriver à l'orgasme, parfois le jouet peut être un atout, une aide, aussi bien pour la femme que pour l'homme. Et ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui rentre un peu quand même dans les mœurs avec les jeunes générations. Oui, en tout cas, moi, j'entends de plus en plus que quand on me parle simplement d'une pratique de cuni, etc., souvent, il est intéressant de creuser parce qu'il y a souvent un objet en plus ou quelque chose. On se donne beaucoup plus le droit de personnaliser, parce que je trouve que c'est presque ça le terme juste, de personnaliser la pratique. Et effectivement, des fois, il y a un objet pour permettre d'aboutir au plaisir. Et ça peut être même un objet introduit au niveau vaginal pendant qu'il y a un cuni. Ça peut être une vibration rajoutée. Il y a beaucoup d'éléments, et c'est vrai que les sextoys, vu les progrès qu'ils ont fait, vu le nombre et le choix que l'on a, permettent davantage de choses. Et alors peut-être le dernier point, avant de donner la parole aux auditeurs et notamment à Patrick qui nous a déjà rejoint, quand on parle de rapports bucco-génitaux, il faut aborder la question de l'hygiène, évidemment. Oui, ça va de soi, même si pour autant on a l'impression que pour certains ce n'est pas une évidence. Et effectivement, alors on pourra en parler, hein, il y a différentes manières d'aborder l'hygiène. Il peut y avoir des solutions simples, il y a ceux qui ne le feront que si on est sûr d'être passé systématiquement à la douche avant, ou même ne le font que sous la douche, mais il y a après tout un tas de solutions, y compris avec des lingettes intimes qui permettent simplement, quand on n'est pas sûr de soi, de se nettoyer et de se rafraîchir. Enfin voilà, mais en tout cas, évidemment qu'il ne faut pas l'oublier, car sauf goût un peu particulier, c'est pas ce qui rend la pratique agréable. Oui, et c'est toujours pareil, hein, si on démarre une pratique bucco-génitale alors que l'organe est propre et qu'après il y a des odeurs, etc., ça c'est excitant, mais si on démarre, c'est pas les mêmes odeurs. On est d'accord, hein, c'est ça qui est important. Là, il y a des phéromones, il y a des choses qui viennent justement naturellement nourrir notre excitation. Voilà, donc il est important de simplement avoir une toilette intime avant ce genre de rapport. Dans un instant, on va donner la parole à Patrick, et puis vous avez envie de nous appeler, vous avez des questions à nous poser, vous êtes un peu gêné, vous avez du mal, vous voulez savoir mieux comment vous y prendre, vous nous appelez au 0826 300 300 et on répondra à toutes vos questions. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Philippe Arlin, nous évoquons aujourd'hui les rapports bucco-génitaux et on commence avec vous, Patrick. Bonjour. Alors, est-ce que vous êtes un gourmand, Patrick ?
Tout à fait, Brigitte. Bonjour Philippe. Bonjour oui, Patrick. Quand j'ai eu le thème de votre émission, je me suis dit il fallait que je témoigne que pour moi, ce n'est pas un élément accessoire, aucun préliminaire, c'est quelque chose qui peut très bien se suffire à lui-même, à titre personnel, de recevoir et donner. C'est-à-dire que pour moi, un rapport sexuel peut très bien être un cunilingus et rien d'autre. Je vais être très heureux quand même. Je ne fais pas ça comme une récompense ou comme une attente ou comme une voie obligatoire de passer en se disant si on passe par là ça va exciter et après je pourrais pénétrer et après je pourrais avoir mon propre plaisir, ou une réciprocité en disant si je fais un bon cuni j'aurai droit à ma fellation après. Bon, je vais enregistrer votre témoignage et je vais l'envoyer aux féministes, Patrick. Je pense que c'est très égoïste parce qu'il faut que j'y trouve mon plaisir aussi. Quand je dis ça, c'est un altruisme total. C'est que, je trouve ça très agréable à faire. Et depuis toujours, mais vraiment c'est agréable en tant que tel, et je dirais l'effet psychologique qui est important dans une relation sexuelle, pour moi c'est une sensation de donner beaucoup de plaisir, et même de maîtriser ce plaisir, parce que quand en plus on connaît bien sa partenaire, eh bien on peut jouer sur la durée, l'intensité, soit faire jouer très vite, ou soit justement retarder et monter, enfin voilà, on peut avoir vraiment encore plus une sensation j'ai encore plus une sensation de maîtrise du plaisir de l'autre avec cette pratique, et donc c'est un jeu en lui-même, et donc ça c'est excessivement excitant, gratifiant et agréable. C'est important ce que vous dites, parce que Philippe Arlin, on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui croient que leur sexe est sale, que les hommes n'aiment pas ça. Enfin, alors que c'est tout le contraire. Oui, il y a deux choses. Il y a le plaisir de la pratique et il y a un plaisir énorme à donner du plaisir. On est vraiment... ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans les rapports bucco-génitaux, on a les yeux dedans. On a les yeux, on a tous nos sens en éveil. On est vraiment au cœur de la sexualité. On est entre les jambes de l'autre. C'est extrêmement intime, presque plus intime qu'une pénétration où on est un petit peu à distance de ce qui se passe en bas. Et effectivement, c'est un vrai plaisir, comme ça peut être un vrai blocage. Je pense qu'on verra ça avec certains auditeurs, mais c'est un vrai plaisir de sentir réagir à ce qu'on donne, soit avec notre langue ou avec nos doigts, de sentir le corps de l'autre réagir. Et c'est comme une gourmandise, et plus on va montrer cette gourmandise, plus la personne qui reçoit va trouver ça agréable. Ce qui fait une bonne fellation, c'est avant tout de sentir le plaisir dans les yeux de la partenaire quand elle l'a fait. Et il y a vraiment un échange à ce niveau-là extrêmement important. Vous avez, Patrick, découvert ce plaisir très jeune. Comment ça s'est passé pour vous? Oui, c'est venu assez vite, où ça faisait partie des choses que je voulais explorer ou qui m'intéressaient d'explorer tout de suite, en fait, assez rapidement. Et donc après, de cette curiosité ou de cette envie, on a résulté aussi un plaisir. Donc ce que j'avais en tête dans la pratique s'est concrétisé de la même façon. Donc ce que je peux dire, c'est que maintenant, avec l'âge, je peux vraiment d'autant plus le voir de manière isolée. Avant, c'était vraiment dans le cadre d'une relation sexuelle plus étendue. Là où aujourd'hui, je peux très bien fragmenter ça assez naturellement et de manière autonome. Voilà, c'est ça la différence. Et par rapport à ce que vous avez dit en début d'émission sur le 69, je suis étonné. Alors, je suis sûr que Philippe a une expérience bien plus étendue que la mienne sur les témoignages et le ressenti de mes contemporains, mais de dire que ça fait un blocage le 69, pour moi, c'est justement c'est une pratique ultra jouissive, et pour la raison suivante, justement, c'est qu'à la fois on donne et on reçoit, et pour ma part, en plus, dans ce cadre-là, c'est une déconnexion, parce que quand je fais la fellation, je ne déconnecte pas totalement mon cerveau, parce que justement je suis très à l'écoute de l'autre, je suis assez cérébral. Alors que lorsque j'ai la contrepartie, là, mon cerveau, il a un peu plus à connecter, et donc les choses se font de manière beaucoup plus animale, on va dire, ou instinctive, ou de réflexologie. Et c'est en ça que c'est très agréable, et que vive le 69, quoi.
Ah, ça me fait plaisir, Patrick. Merci, Ouais. merci. Mais ça, Patrick, ça prouve le plaisir que vous y prenez. Et je suis vraiment ravi de vous entendre. Et là, vous rejoignez pleinement ce que je pense sur le 69. Moi, ce que j'observe, c'est que beaucoup de gens, peut-être parce qu'ils ne prennent pas suffisamment de plaisir à l'occasion des rapports bucco-génitaux, n'arrivent pas à se lâcher pour que le 69 soit agréable. Mais il y a peut-être un côté animal dans la Oui. position du 69 qui Oui. gêne certaines personnes aussi, peut-être. Peut-être. Allez-y. Et peut-être L'instinct. justement de recevoir. Enfin, moi, l'avantage, c'est que j'ai pas de souci à recevoir une fellation ni à prodiguer Voilà. un cunnilingus. Donc, dans les deux cas, ça match, on va dire. Peut-être qu'une personne qui, par exemple, se sent mal à l'aise d'avoir la bouche de son partenaire sur son sexe, bah oui, dans le 69, à ce moment-là, ça va. On ne pourra pas recevoir en même libéré, temps. quoi. Voilà. Mais je pense que, en effet, si on aime donner et recevoir, le faire en même temps, bah, je pense que ça ne fait qu'accroître le plaisir, et encore une fois sur cette déconnexion, parce que c'est vrai que lorsque je fais un cunnilingus, mon esprit est bien sûr concentré totalement sur ma partenaire et justement ses réactions, et je suis très attentif à chacune des réactions sur ce que je peux entreprendre, mais donc il y a quand même une partie du cerveau actif, alors que lorsque je donne et je reçois, là Oui, et puis je crois qu'il y a quelque chose aussi d'important à dire, Patrick, c'est que quand on est dans un 69, sentir le plaisir de l'autre augmente notre excitation et donc augmente notre plaisir. Donc il y a vraiment un retour sur investissement immédiat, si je puis dire. bah, c'est une roue qui tourne. Oui, et c'est en ça que je trouve dommage qu'il y ait tellement de gens qui soient un peu gênés, bloqués par ce 69. Alors bon, on fait pas une émission sur le 69 aujourd'hui, mais c'est intéressant peut-être que les gens essayent un petit peu plus souvent et essayent de d'y aller franchement, non, Philippe Arlin, c'est possible de s'améliorer dans Surtout, on peut s'améliorer. Moi, je continue à penser que ça passe par l'étape d'être plus à l'aise avec les préliminaires, donc les rapports bucco-génitaux, et que après, très naturellement, il faut s'entraîner au 69. C'est pas forcément inné, mais c'est quelque chose qui se développe. D'accord. Eh bien, écoutez, merci Patrick. Vous n'êtes peut-être pas aussi bien dans ces rapports bucco-génitaux que Patrick. Eh bien, si vous avez besoin de conseils, vous nous appelez au 0826 300 300. Dans un instant, on va parler de boulimie chez les ados avec notre Sexy News, Philippe Hoffman. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Philippe Arlin, nous retrouvons un autre Philippe Hoffman, et vous allez nous parler aujourd'hui de la boulimie chez les ados, peut-être plus chez les adolescentes que chez les garçons, non? Il y a une vraie différence de comportement entre les garçons et les filles, pour plein de choses d'ailleurs, ce qui prouve bien que la différence sexuelle, ça existe. Et aujourd'hui, je vais vous parler justement d'un des troubles alimentaires qui est assez répandu, qu'on appelle la boulimie, mais qui recouvre en fait deux sortes de troubles que je vais décrire aujourd'hui, qui sont pas, je vais pas vous faire un cours de psy, mais enfin, on appelle ça l'hyperphagie de grignotage boulimique et la boulimie. C'est un petit peu différent, hein, donc c'est un peu, faut bien, on va en parler aujourd'hui. Vous savez, à l'adolescence, on n'est jamais à l'aise dans son corps, je le dis souvent. Et on fait ce qu'on peut avec cette enveloppe là qui se modifie, qui se métamorphose, et il y en a beaucoup qui arrivent pas vraiment à trouver une issue à tout ça, et du coup ils idéalisent un peu un corps incroyable, abouti, sexué, qu'ils trouveront jamais. Hein. Alors comme ils y arrivent pas, ils le maltraitent. Et puis vous savez, à l'adolescence. On a besoin de grandir, de s'épanouir aussi, paradoxalement, même si on reste un peu bébé. Et on a souvent faim. On est même affamé, au sens large, de sucreries, de sexe, d'affection, de risques, de drogue, de savoir, de toutes sortes de choses. Et bien sûr, pour ce qui est de l'alimentation, il y a une fringale d'aliments gras, salés, sucrés. Vous savez, tout ce qu'on recommande de pas manger, pas utiliser trop, de pas manger trop. Chez les ados, comme par hasard, c'est très fréquent. Alors les garçons, eux, ils engloutissent toutes sortes de choses pour grandir sans honte, mais ils ont moins besoin de grignoter que les filles.
en fait, surtout au fil du temps. Et les filles, elles, par contre, elles grignotent très souvent et parfois elles se gavent avec une forme de paradoxe qui est entre le plaisir et la culpabilité. Alors tout ça, on dit voilà, c'est le résultat des modèles sociaux qui imposent aux femmes ceci, qui imposent aux garçons cela. C'est pas tout à fait exact parce que bon, par exemple les modèles standards ont beaucoup changé et en témoignent Beyoncé ou Kim Kardashian qui sont des modèles surgonflés. Donc est-ce qu'on voudrait pas leur ressembler en mangeant beaucoup? En fait, c'est plus compliqué. Il y a des raisons neurologiques, il y a des raisons psychologiques, des raisons sociales. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui des deux types de comportements de remplissage qu'on rencontre à l'adolescence et qui peuvent après, malheureusement, durer à l'âge adulte. Alors, l'hyperphagie, hein, c'est quelque chose qui est très fréquent à l'adolescence parce que il n'est pas rare qu'il y ait des conflits au moment des repas familiaux. Alors les jeunes, ils désertent la table, ils s'alimentent seuls et souvent n'importe comment. Donc il s'installe une petite spirale infernale où ils ont envie de se remplir parce que ils sont en manque de pas mal de choses et ça devient un réflexe. Et bien sûr, ça peut déclencher un surpoids après qui devient excessif. Et on sait très bien que c'est pas ça qui fait totalement l'obésité, puisque ça dépend aussi d'une fragilité génétique et puis aussi d'une alimentation familiale déséquilibrée. Mais chez les jeunes hyperphagiques, comme on dit, il n'y a pas de sensation de faim véritable. Il y a plutôt une lutte contre l'ennui et une envie irrépressible de grignoter sans arrêt. Il faut se remplir. Mais est-ce que finalement, excusez-moi Philippe Hoffmann, je vous coupe, mais est-ce que c'est pas finalement le besoin de faire quelque chose avec ses mains et avec sa bouche plus que en effet que de manger et de se remplir? Une sorte comme ça. Voilà, il y a ça, mais parce que comme on peut le retrouver dans les addictions avec le tabac, par exemple. Hein, oui, oui. Mais il y a quand même quelque chose qui par le plaisir oral, comme on dit. Hein, la mastication, la déglutition. D'accord. Il n'y a pas de sensation de satiété et c'est souvent associé à de la culpabilité. D'ailleurs, les psys ils pensent que ce besoin de se remplir par rapport ça a un rapport avec des carences affectives précoces. On retrouve ça souvent. Hein. Mais d'ailleurs, on sait qu'au moment de l'adolescence, il y a des blessures de la prime enfance qui se réactivent. Donc ça semble en effet être très en rapport avec l'oralité. Exactement, et ça se réactive de manière émotionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, les ados, ils se souviennent pas de ce qui s'est passé vraiment, mais ils ressentent dans leur corps quelque chose qui leur manque et en plus, comme ils sont mal, ils sont angoissés, ils ont une tendance à régresser. Et donc, ils régressent comme des bébés. Et qu'est-ce que font les bébés? Ils mettent tout à la bouche. Hein, et ils retrouvent le plaisir aussi de la succion, on appelle ça une fixation orale, nous, dans notre jargon. Hein. Donc, ça nous réconforte tous hein, de manger un truc sucré quand on est mal. Hein. Ben, les ados, ils le font parfois à l'excès. Et donc, il y a aussi certains malades comme ça qui font ça parce que ça réveille des traumatismes d'abus sexuels et manger jusqu'à déformer son corps, par exemple, ça évite de penser à la sexualité de l'adolescence. On se remplit, on grossit à l'excès, on va être stigmatisé, voire harcelé en tant que gros, et du coup, ça bloque les possibilités de rencontres sexuelles. On verra que les anorexiques, la prochaine fois je ferai une chronique là-dessus, elles aussi, elles veulent éviter la sexualité jusqu'à carrément effacer leur corps. Alors, je vais vous parler après des crises boulimiques. Ça, c'est plus rare, hein, mais les gosses qui souffrent de ça sont très malades. Parce qu'elles dissimulent leur crise, alors que les autres, on s'en rend compte, on peut faire un IMC chez le médecin, enfin une masse corporelle, et voir que ça va pas. Par contre, là, c'est plus compliqué, parce que c'est caché, très caché la boulimie, la vraie boulimie, et c'est très violent, encore plus violent que les fringales. Et même si des fois, il y a une frontière qui est assez mince entre les deux choses. Ils ont des crises incontrôlables. Et ils prennent tout ce qu'ils peuvent manger. En général, ils engouffrent sans retenue.
une grande quantité de nourriture, tout ce qui est à portée de bouche, on va dire, hein. Et bien sûr, toujours ce qui se mange bien, vite, sans être préparé. C'est impossible de se contrôler. Le but, c'est pas de se faire plaisir hein, en mangeant ou même en grignotant, c'est de se remplir, là, pour le coup. Et il y a une grosse différence avec l'hyperphagie parce que tout de suite, il y a une douleur physique et morale très puissante et ils ont une impression de malaise, de remords, de dégoût. Alors du coup, ils se font vomir, ils prennent des laxatifs, des diurétiques, ils font même du sport à l'excès. Et, euh, et ça, c'est ce qui différencie ceux qui grignotent, les hyperphagiques et puis les boulimiques, c'est que il n'y a pas de ce qu'on appelle de comportement compensatoire, c'est-à-dire ils essayent pas d'effacer tout ça, les premiers, alors que là, ils effacent tout et ils continuent à avoir une vie sociale normale, enfin apparemment, mais ils sont très malades. Et puis, on s'en rend compte trop tard. Alors, il faut. Alors Bien sûr, justement, quel conseil on peut donner aux parents qui nous écoutent? voilà. Alors, justement, il faut savoir que tous les troubles du comportement alimentaire, c'est assez grave. Ça peut même devenir très grave pour les adolescents, pour leur santé, pour plein de choses. Et il ne faut pas croire que leur volonté unique pourra arrêter leur comportement. Ils ont besoin de soins importants et bien sûr du soutien de leurs proches. Et donc, il faut aller voir le médecin traitant qui va voir s'il y a des problèmes dentaires, cardiaques, rénaux, métaboliques, enfin plein de choses. Et puis, il va alerter les jeunes, les parents, il va orienter. Et il faut savoir que quand on s'y prend à temps, il y a plus de 80% des jeunes qui s'en sortent, hein. Donc, Donc ça, c'est une bonne nouvelle, oui. Mm. c'est plutôt une bonne nouvelle. Et les 20% qui restent, souvent, ils ont d'autres affections qui sont plus psy, qui viennent vraiment brouiller un peu tout ça et le comportement alimentaire n'est qu'une facette de leur problème. Oui, Donc oui, et ceux-là vraiment, ont faut évidemment garder besoin. l'espoir. Voilà, et Et les de temps en 20%. temps, il faut poser la question. Ouais. D'accord. Et les 20%, bah, évidemment, ils ont sans doute besoin d'un suivi thérapeutique. Philippe Arlin, vous voulez réagir Voilà. à ce que nous a expliqué Moi, Philippe Hoffman? je voudrais juste préciser que c'est d'autant plus important qu'on va y voir la racine de beaucoup de pathologies qui vont affecter aussi la sexualité et l'intime. C'est-à-dire que le rapport à la bouche va justement parler aussi de notre rapport à l'oral, mais aussi à l'oralité dont on parle aujourd'hui de la sexualité, mais le rapport à notre corps. Et souvent, moi j'observe que chez des personnes qui vont rencontrer des difficultés, quelles qu'elles soient, dans leur sexualité, dans leur épanouissement, dans leur capacité à se laisser aller, on a souvent eu des passages avec des problématiques de l'ordre soit de l'hyperphagie, soit de la boulimie, réglées ou pas réglées. Et d'ailleurs, réglé, justement, on peut se poser la question, est-ce que ça a été totalement réglé ou est-ce que la sexualité finit pas par devenir... Il y a des formes de boulimie aussi, enfin, plutôt parler d'hyperphagie sexuelle, ça existe, ça va devenir aussi un comportement pour se rassurer, se remplir. C'est d'autant plus intéressant de s'en occuper à l'adolescence avant que ça n'envahisse la sphère de l'intime. Absolument. Merci Philippe et Philippe Hoffman. Bien sûr, on vous retrouvera la semaine prochaine pour parler d'anorexie. Pierre nous a rejoint pour répondre à 3 questions intimes. Bonjour Pierre. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Alors Bonjour, première Pierre. question, pour ou contre le 69, Pierre? Alors moi je suis pas spécialement fan. Je prends moins de D'accord. plaisir en 69 quand on le fait chacun de son côté, enfin chacun son tour. D'accord, Voilà, mais vous parce que, pouvez, du coup, vous n'êtes pas complètement contre, mais c'est pas votre truc, quoi. Voilà, c'est ça, je suis pas con, ça arrive de le faire, mais j'ai plus de plaisir, je dirais, à faire un unique après avoir une fellation, plutôt que de faire les deux en même temps. D'accord. Et c'est plutôt dans l'ordre d'abord qu'uni, après fellation Alors, ça dépend vraiment du feeling du moment. D'accord. Ça dépend, mais je dirais plutôt fellation d'abord, et puis après on Ah ouais, moi, dans les questions intimes, hein, j'ai pas de limite. Hein, vous Il y a le aucun savez. problème. Hein. Si Il y a vous pas de acceptez de jouer le jeu, il faut vous attendre à tout de ma part. Il y a pas de souci. Deuxième question, Pierre, justement. Est-ce que vous pourriez envisager le polyamour ou pas?
Alors oui, tout à fait. C'était même dans les, dans le circuit il n'y a pas très longtemps. On a envisagé avec ma compagne. Et puis en fait, oui, on a cherché pendant un bon petit moment pour trouver du coup une troisième personne. Mais là, on a mis en stand-by. Voilà, mais c'était. Ah oui, mais là, attention, vous parlez plutôt d'échangisme que de polyamour, ouais, puisque non, je parle vraiment de polyamour, donc vivre à 3 et tout ça. Ah oui, d'accord. Voilà. Vivre à 3. Oui. Voilà. Donc, la frontière, c'est compliqué, hein, Philippe Arlin, finalement. Ouais. Parce que vivre à 3, oui, on pourrait penser plutôt au polyamour. Mais alors, troisième, c'était quoi, un homme ou une femme? Une femme. Ma compagne est bi, donc voilà, c'était plus une femme. Ah oui, d'accord. Oui. Oui, Philippe Arlin, allez-y, je vous en prie. Hein, Non, mais c'est vrai que sont des termes extrêmement utilisés, beaucoup plus utilisés aujourd'hui, parce qu'il y a un vrai questionnement sur le couple. Et donc, la frontière de polyamour, en tout cas, le polyamour, c'est autre chose que de l'échangisme. Il s'agit bien d'avoir des liens affectifs qui se partagent à 3. À 3 ou à plusieurs, d'ailleurs. Voilà, avec plus ou moins de la cohabitation, ça dépend. Mais être en polyamour, c'est dire qu'on a de l'amour pour 2 personnes. En tout cas, pas qu'une seule personne, celle avec laquelle on est en couple. C'est ça. Exactement. Et dernière question, Pierre, quelle serait la lingerie qui vous exciterait le plus? En forme, vous voulez dire, ou en couleur ou... Ah bah n'importe, comme vous voulez. Alors moi j'ai ma compagne qui est black, donc le rouge ressort très très bien sur elle. Ah oui, le rouge et le noir. Ouais. Oui. C'est vrai que le rouge sur une femme à la peau foncée, ça doit être assez joli et assez classe, alors que sur une peau blanche, ça peut vite être vulgaire. C'est vrai. Autant sur le noir, c'est vrai que ça fait très très beau. Et moi, j'adore. Vous l'avez prononcé le mot, il faut pas, Pierre. On n'a plus le droit de prononcer le mot noir. Alors, comment dire? Elle est africaine. J'ai dit foncé, moi, vous voyez. Foncé, oui. Bon, écoutez, tant qu'on peut encore en rire, tout ira bien. Allez, je vous laisse poser une question à Philippe Arlin. Eh bien, moi, je dirais quelle était la plus belle expérience, le plus beau souvenir. Voilà, le plus beau souvenir sexuel, tout simplement. Voilà, quelque chose qui a vraiment marqué. Ah oui. Quelque chose qui a vraiment sorti de l'ordinaire, qui a marqué, en fait. C'est un rapport sexuel où j'ai eu l'impression que mon corps était autonome. C'est-à-dire que le corps s'emboîtait parfaitement avec celui de l'autre, le corps faisait ce qu'il avait envie et j'avais enfin l'impression que mon corps n'obéissait pas à ma tête et c'était une sensation absolument incroyable de voir l'intelligence de ces 2 corps qui se réunissaient et qui se trouvaient et qui se donnaient du plaisir sans être dans une espèce de volonté de faire, de pratiquer, voilà, c'est un peu difficile à exprimer, j'espère vous l'avoir transmis, mais en tout cas, c'était vraiment cette sensation d'avoir vu, voilà, ça y est, ça marche tout seul, quoi. J'ai rien à faire. Oui, la tête n'avait plus sa place, en fait. Ouais. Ouais. D'accord. C'est une belle expérience. Eh bien, merci Pierre, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions. On fait une petite pause, Philippe Arlin, et on revient sur plutôt la fellation, je crois, avec Émilie. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, c'est en compagnie de Philippe Arlin, sexothérapeute, que nous évoquons les rapports bucco-génitaux, à ne pas confondre avec les préliminaires, comme on le disait en introduction, si je puis dire. Bonjour, Émilie. Bonjour, Brigitte. Bonjour, Philippe Arlin. Bonjour, Émilie. Bonjour. Alors, moi, je vous appelais pour vous expliquer un petit peu ce que je pense un petit peu de tout ça. Je suis escorte et j'ai remarqué que... Vous m'entendez ? Oui, on vous entend très bien. J'ai remarqué que les hommes ont 2 discours différents suivant qu'ils sont avec moi ou avec leur compagne. Notamment, j'avais un client qui m'avait dit de toute façon, je ne veux pas que la bouche qui me fasse une pipe baise mes enfants, embrasse mes enfants. Et ça m'avait un peu, j'ai été un peu, ça m'a choqué un petit peu d'avoir cette mentalité de dire que c'était quelque chose de sale, voyez. Eh ben, c'est quelque chose qu'on peut entendre. En effet, il y a comme ça encore une sensation que c'est pas, voilà, la sexualité, elle est
Elle est réservée avec une épouse et une maîtresse différemment. On l'entend encore, Philippe Arlin. Ah oui, très souvent, moi j'ai entendu des hommes dire, j'ai quand même pas demandé ça à ma femme. Mais d'un air de dire non pas qu'elle refuserait de le faire, c'était pas ça. C'était vraiment, j'ai du respect pour elle. Alors on m'a pas parlé de la bouche des enfants qui embrasse les enfants, mais ça revient exactement au même. J'ai du respect pour elle et donc je ne vais pas lui demander cette pratique. Donc c'est-à-dire que même les hommes vivent cette pratique comme peut-être un peu sale, un peu avilissante pour la partenaire qui le fait. Et effectivement, c'est bien dommage. Peut-être plus animal. Qu'est-ce que vous en pensez? Plus bestial. Oui, en tout cas, vous avez raison. On pourrait parler d'animal, puisque en fait, c'est la culture qui fait que parce que c'est la mère de mes enfants, je ne veux pas qu'elle m'embrasse le pénis. Vous voyez, donc on voit bien que c'est de l'ordre de la culture et non pas de la nature. Et en ce sens, on peut pourquoi pas parler d'animalité. Et puis encore une fois, c'est quand même une connotation. Alors, sur la notion de propreté, bon, ça, on le dira jamais assez. Cet organe, et comme tous les organes, s'il est nettoyé, il est tout aussi propre. Mais il y a vraiment, je pense, une notion de saleté en termes de pratique. Mais quand même, il faut quand même se rappeler qu'à travers l'histoire, même si on savait se laver, la fellation était peut-être pas la pratique la moins odorante, et effectivement il y a peut-être eu toute une époque où cette pratique était vécue comme ça, mais je pense qu'il y a vraiment une symbolique d'avilissement de l'autre quand on lui demande ça, et que donc on ne peut pas faire ça avec la personne qu'on aime. Oui, mais de toute façon... Oui, mais je crois tout simplement, Émilie, qu'il faut se rappeler à quel point, quand on est enfant, on parle de l'outil à pipi ou de choses comme ça. Ouais, c'est sale. Pour peu qu'on ait été marqué dans notre enfance de manière négative par rapport à ça, on peut très bien, adulte, ne pas avoir envie que la mère de nos enfants nous fasse une fellation. Encore une fois, on sait à quel point la sexualité, elle est très marquée par les expériences infantiles. Voilà, donc ça va dépendre aussi de et c'est pareil, la vulve, elle sert à faire pipi dans l'esprit des enfants. Donc après, comment ça s'inscrit en tant qu'adulte, chacun peut. D'ailleurs, je crois que si on a du mal à faire des fellations ou des cunis, c'est intéressant de se poser cette question-là de rapport à l'urine. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus j'ai trouvé que les femmes étaient beaucoup plus coincées à faire des fellations que les hommes à faire des cunis, très honnêtement. C'est vrai. D'accord. Mais c'est l'impression que j'ai. Après, il faudrait peut-être faire un sondage. Non, les sondages n'ont pas été faits, mais les enquêtes le prouvent. Il y a plus d'hommes qui font des fellations. Oui, il y a il y a aussi des hommes qui font des fellations, évidemment. Ouais, bien sûr. Non, mais il y a plus d'hommes qui font des cunis. Mais je pense que l'homme a un rapport aux odeurs et au goût moins délicat que la femme. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Philippe Arlin. Oui, puis je pense qu'il se laisse plus facilement aller dans cette notion d'excitation, dans l'excitation, dans la motivation d'aller donner du plaisir, et il va en oublier éventuellement l'inconfort. Il est plus motivé, on va dire. Ça va donner plus aventurier. Oui, je sais pas s'il est tellement aventurier, parce que quand on observe, c'est pas forcément. Mais oui, il y a cette idée-là. En tout cas, il y a une volonté. Peut-être plus déterminée, et je pense que l'inconfort d'une éventuelle odeur bloquera moins pour un homme que pour une femme chez qui ça pourrait l'arrêter. Mais après, chaque cas est différent. Et puis, il faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui ont subi des abus en ce sens. Il y a des femmes qui ont été un peu forcées à faire des fellations dans leurs premières expériences amoureuses. Tout ça, ça peut aussi, à un moment donné, bloquer définitivement et dire « moi, je ne fais plus ça ». Et si on pouvait simplement dire aux hommes « ne tenez pas la tête des femmes », c'est horrible ça. Quand vous avez senti que vous êtes en train de faire une fellation, mais c'est horrible, arrêtez. C'est un tue l'amour, ça. Faites-le si votre partenaire clairement vous le demande. Mais effectivement, n'initiez pas ce geste qui peut en plus avoir quelque chose d'un renvoi traumatisant. Oui, alors justement, en Love Conseil, je parlerai de La Gorge Profonde, et je crois que ce film a fait beaucoup de tort. Oui. Nous n'avons pas un clitoris au fond de la gorge, messieurs. Non. Et non.
Sinon, on va vous vomir dessus. Vomir n'est pas une pratique sexy, même si ça peut faire partie du plaisir de certaines personnes, mais il n'y a pas de... Ou alors on est en train d'imposer encore une fois sa puissance, et je pense qu'on n'en est pas là, et que la fellation, ça doit être un moment de plaisir partagé, et donc il ne faut pas forcer. Et justement, Émilie, dans votre pratique d'escorte, est-ce que les hommes ont tendance à appuyer la tête? Ils ont tendance... Oui, parce qu'ils veulent quoi? Ils veulent quoi? Ils veulent que vous alliez plus profondément, enfin, s'enfoncer plus profondément. Ils prennent ma tête pour un objet. Non, ils prennent ma tête pour un objet. Et ça, c'est terriblement... c'est un tue-l'amour, c'est horrible. Et quand après, j'arrive à leur expliquer que je ne suis pas qu'un objet et que j'ai un cerveau et que je peux, s'ils me laissent faire, je peux les emmener vers autre chose qu'ils ne connaissent pas, là, ils se laissent faire. Mais d'un premier abord, je suis obligée de leur dire que, attention, ma tête n'est pas un objet. C'est pour ça qu'ils mettent leurs mains sur ma tête pour justement la gorge profonde, effectivement. Oui, alors en fait, ça veut dire qu'au départ, ils veulent être actifs d'une pratique où finalement il vaut mieux être passif. Oui. Et quand vous leur expliquez qu'ils ont intérêt à rester passifs, du coup, ils ont plus de plaisir. Oui. Il y en a qui sont des feignants assumés et qui aiment ça. Mais il vaut mieux laisser faire une femme ou un homme, évidemment. Mais se laisser faire pour se laisser s'abandonner, voilà. J'avais interrogé 2-3 patients sur cette pratique. Qu'est-ce que ça représentait pour eux de mettre la main? Et beaucoup m'ont répondu, c'est pour lui dire qu'elle n'a pas le choix. Sympathique. Oui. Et ça aussi, c'est intéressant de ce que ça renvoie que, donc, si la femme aurait le choix, elle ne le ferait pas. Vous voyez, on est encore dans cette idée que de certains hommes qui pensent que c'est pas un plaisir de la femme, donc la maintenir, lui faire comprendre qu'elle n'a pas le choix, c'est se garantir que cette pratique aura lieu, quoi. Ouais, c'est pas. On avance. Donc, en cette journée des femmes, ne mettez plus les mains. Voilà. Ah oui, vous avez raison. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Mains. Tout ça et sans les mains. Voilà, sans les mains. On a les lèvres, on a la bouche, on a le palais, on a tout. Il y a plein d'options. On est équipés quand même. Oui, et puis il faut rappeler aux femmes qui nous écoutent, si vous voulez pas que ça aille trop loin dans votre gorge, vous mettez bien votre main à la base de la verge et ça vous permet de bloquer et de pas aller plus loin que ce que vous pouvez supporter, évidemment. Petite technique utile que vous connaissez forcément, Émilie, je vais rien vous apprendre. Bon, remarquez, si c'est la journée de la femme aujourd'hui, enfin c'est pas si, c'est la journée de la femme aujourd'hui, évidemment, le 8 mars, ça va, puisqu'il y a plus d'hommes qui font des cunis que de femmes qui font des fellations, donc ça va, on s'en sort bien. Merci beaucoup, Émilie, en tout cas, merci d'avoir témoigné, et j'imagine évidemment que pratiquement tous les hommes vous demandent une fellation, ça fait partie Bon, je crois qu'on a perdu Émilie, c'est pas grave. Oui. Pardon? Oui. Je disais, c'est un incontournable. On est d'accord, voilà. On est bien d'accord. Bon, merci Émilie en tout cas de nous avoir appelés. On va continuer à vous donner la parole après les infos. Vous avez des questions à poser, vous avez envie de témoigner, n'hésitez pas, vous nous appelez au 0826 300 300. Justement, pour faire plaisir à Émilie, voilà la devinette du jour, Philippe Arlin. Quelle est la différence entre un constructeur automobile et une prostituée? Vous avez le temps des infos pour me trouver la réponse. Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Philippe Arlin et nous évoquons les rapports bucco-génitaux. Vous êtes bien sûr invité à témoigner si vous avez notamment des difficultés. Eh bien, on peut peut-être vous entendre et vous aider à dépasser tout ça. Ou bien, si vous adorez ça et que vous avez envie d'en faire profiter ceux qui nous écoutent, on vous attend également au 0826 300 300. Petite devinette du jour, quelle est la différence entre un conducteur automobile et une prostituée? Philippe Arlin, vous en avez évidemment aucune idée? Non. C'est un problème de carrosserie, peut-être. Non, c'est un problème, vous allez entendre, en fait c'est un jeu de mots. Écoutez bien, le premier débite des caisses, tandis que la seconde encaisse des bites. Voilà. C'est d'une délicatesse. N'est-ce pas? Écoutez. Alors on avait eu Émilie tout à l'heure, escorte, et puis on a Émilie maintenant, mais je crois que vous ne faites pas tout à fait le même métier, Émilie. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Émilie. Bonjour.
Alors vous c'est pas forcément quelque chose que vous arrivez très bien à pratiquer, la fellation, hein, je crois. En effet, en fait, ça me dégoûte la fellation. Enfin, les pénis me dégoûtent et par conséquent, je ne suis pas très tentée par la fellation. Et donc, j'utilise des préservatifs parfumés. Mais, enfin, quand c'est des partenaires de mon âge, ils acceptent. Mais quand ils sont plus âgés, généralement, ils refusent. Et dans ce cas, moi, je refuse de pratiquer la fellation parce qu'il y a quand même des MST aussi. Donc, je fais attention. À part ça, moi, j'adore l'anulingus. Et en ce qui concerne les cunis, j'en ai déjà pratiqué et ça va, ça ne me dégoûte pas comme la fellation. Oui, c'est intéressant parce que vous dites, bon, les préservatifs, vous avez raison, ça protège des IST, mais en fait, la vraie raison du préservatif, c'est juste parce que vous n'avez pas envie de mettre un pénis dans votre bouche. Et le préservatif permet de mettre une sorte de tiers entre le pénis et votre bouche. Oui, c'est ça, oui. Et alors, c'est bizarre parce que dans mes fantasmes, j'aime bien imaginer qu'il y ait des hommes qui mettent leur pénis dans ma bouche et qui éjaculent dans ma bouche, alors que dans la réalité, ça ne me tente pas du tout. Oui, Philippe Arlin, allez-y, hein, je vous en prie. C'est peut-être surprenant, mais à la fois assez classique d'avoir des fantasmes qui sont peut-être à l'opposé ou qui sont là où on bloque. C'est une manière d'ailleurs de libérer une tension, c'est vraiment le fantasme dans le sens le plus psychologique du terme. Donc oui, ça peut paraître bizarre, mais ça n'a rien d'étonnant d'avoir un fantasme et que dans la réalité, cette pratique soit complètement impossible. Voilà pourquoi on ne peut pas juste dire de vivre ou ne pas vivre ces fantasmes. Qu'est-ce qui quand vous dites les pénis me dégoûtent, je me permets juste de relever que je trouve la phrase très forte. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce qui vous dégoûte? Leur forme, le fait qu'ils servent à uriner? Qu'est-ce qui va être de dégoûtant dans le pénis? Ou la peur que le sperme soit dans votre bouche? Oui. Non, c'est plutôt l'aspect déjà, je trouve pas ça joli. Les poils aussi, ça ne rajoute pas au côté esthétique. Et puis l'odeur, voilà. Ouais, enfin, il n'y a pas de poils sur le pénis, hein, je précise juste. Oui, autour, à la base, je veux dire. Sur le pubis, oui. Sur le pubis. Oui. Bon, il y a quand même de plus en plus d'hommes qui rasent cette partie-là, donc ça, c'est pas vraiment un obstacle. Et l'odeur, c'est pareil. Je pense qu'un pénis lavé n'a pas d'odeur. Oui, moins qu'une vulve et un vagin. Mais est-ce que ce pénis, vous aimez qu'il vous pénètre ou pas? Oui, j'adore. Dans la sodomie, j'adore. Ah, la sodomie. Donc on est dans comme l'anulingus en fait. L'anulingus, la sodomie. Oui. Ok. Donc finalement, il y a un blocage, si je peux dire, entre la pénétration vaginale et buccale. Oui, c'est ça, oui. Qui vient sans doute de quelque chose en amont, hein, je pense. Vous avez une idée de ce que ça peut être ou pas? Je pense que la première fois que j'ai vu un pénis, pour de vrai, avec mon premier partenaire, oui, c'est vrai qu'il y avait une odeur, et ça m'a bien marqué, et qu'il avait des poils longs, et ouais, ça m'a déplu. Et c'est vrai que un peu plus tard, j'ai eu une autre relation sérieuse et là, mon partenaire se rasait et prenait sa douche. On prenait notre douche avant et ça se passait mieux. Et je pratiquais la fellation sans préservatif avec lui et parce que je l'aimais et qu'il prenait beaucoup de plaisir. Donc voilà, je le faisais pour lui. Alors moi, je vais revenir sur cette première fois qui visiblement vous a marqué, mais elle vous a marqué. Alors bien sûr, on peut entendre, il y avait une odeur, et il y avait des poils, etc. Mais je pense quand même que ça a réactivé quelque chose de plus ancien, qui peut être un souvenir dont vous n'avez aucune idée, hein, bien sûr. Oui, je pense que c'est ça, parce qu'avant ça, oui, j'en avais jamais vu en vrai, sauf à part mon frère, quand nos parents nous faisaient prendre le bain ensemble quand on était petits. Voilà. Oui, mais c'est pas anodin de prendre son bain avec son frère quand on est petite. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il y a eu quelque chose qui correspondrait à un abus, mais c'est pas anodin, hein, Philippe Arlin. On peut en tant que petite fille être un peu choqué parce que de l'âge, mais oui, c'est pas anodin. Moi, j'avais une question parce que du coup, vous nous y avez pas totalement répondu. Est-ce que la pénétration vaginale, c'est possible pour vous ou
c'est pas intéressant? Ça m'intéresse, mais ce n'est pas possible parce que je fais du vaginisme. Donc, en fait, D'accord, ok. mon vagin, on peut dire que mon vagin est fermé et quand les hommes s'en approchent, c'est comme s'ils se heurtaient à un mur. Oui, donc bon, est-ce que vous souffrez de tout ça? J'en ai souffert pendant longtemps, pendant plus de 10 ans, et après j'ai décidé de laisser ça de côté. Donc disons que j'en souffre encore, mais en sourdine maintenant. Parce que toute la question est là, visiblement vous avez des rapports sexuels qui sont donc sodomie et fellation avec préservatif, donc vous n'êtes pas, comment dire, ça ne bloque pas votre sexualité totalement, mais quelque part ça vous oblige à avoir une sexualité particulière. Donc c'est la question maintenant, c'est soit ça vous n'en souffrez pas réellement et après tout pourquoi pas, hein, on a la sexualité qu'on a envie d'avoir ou qu'on peut avoir, mais si ça vous pose des problèmes, je pense que là ça nécessite quand même, il me semble, Philippe Arlin, un peu de travail. Hein. Oui, parce que le vaginisme, hein, quel qu'il soit, il y a possibilité de le traiter. Donc voilà, ça pourrait être intéressant. Alors, je ne dis pas que vous n'avez pas fait déjà plein de choses, mais il y a vraiment des techniques qui fonctionnent et le vaginisme, il est jamais complètement là par hasard. Donc, ça peut être intéressant de comprendre qu'est-ce qui fait que votre corps a décidé que ça ne serait pas possible. Est-ce que vous pensez qu'en soignant le vaginisme, j'aurai moins de dégoût pour les pénis? Alors, moi, je ne peux pas prétendre ça, mais en tout cas, ça va faire bouger les lignes. Normalement, oui. Est-ce que vous avez plus de dégoût pour un pénis qui serait imposant ou un petit pénis? Quel serait pour vous, qu'est-ce que vous diriez à cette question? Non, le dégoût ne dépend pas de la taille. Après, je préfère plutôt les petits pénis parce que ça rentre plus facilement. D'accord. Ce qui est vrai que pour la sodomie, c'est plus pratique quand il n'est pas trop gros. Oui, non, mais parce que, vous voyez, ça fait penser, moi, enfin, je reviens sur mon idée que j'ai émise quand vous m'avez parlé du bain avec le petit frère. Ça fait penser quand même, quelque part, que quand vous étiez petite, vous avez vu le pénis de votre petit frère et quelque part, il peut y avoir quelque chose qui se soit installé à ce moment-là. Je dis pas du tout que c'est ça, hein. Il faut que ça vous parle et il faut que ça... Mais je vous le dis, vous verrez bien ce que vous en faites. Peut-être que c'est pas ça du tout, et puis vous oublierez ce que je vous ai dit, et peut-être que ça, tout doucement, la graine poussera, voilà. Mais de toute façon, il y a forcément dans votre vie quelque chose qui a provoqué ce vaginisme, et sans doute que c'est lié à ce dégoût du pénis. Voilà. Voilà ce qu'on peut vous dire, Émilie. Il y a vraiment peur que quelque chose rentre. C'est-à-dire qu'à un moment, votre esprit, dans ce qu'il pouvait comprendre de ce qu'il voyait, observait ou entendait ou apprenait, a eu peur que quelque chose puisse rentrer dans votre sexe. Et donc, il y a une espèce de contraction évidemment involontaire qui est venue se placer là. Et ça crée le vaginisme, et c'est ça qu'il faut apprendre à détendre, etc. Mais il y a eu peut-être la première manière qu'on a eue de vous parler de la sexualité ou de la manière dont on fait les enfants, ou peu importe, mais l'idée, le moment où on vous a expliqué que le pénis rentrait dans le sexe, donc dans cette partie-là de votre anatomie, ça a terrorisé une partie de vous. Oui, ça me parle. Je pense que c'est plutôt une question d'éducation dans ce cas où, quand j'étais petite, je devais avoir 4 ans et j'avais dit à ma mère que je me rendais compte que quand j'avais des flatulences, ça sortait pas par le même trou que quand je faisais pipi. Et elle est devenue folle. Elle m'a dit, va pas essayer de mettre ton doigt là-dedans. Et puis voilà. Oui. Que ça m'évoque. Je pense que ça m'a traumatisée puisque je ne le pensais pas. Voilà. C'est-à-dire, encore une fois, c'est avec ce que l'enfant peut comprendre de ce qu'on lui dit à l'époque, mais le message, il reste enquisté dans le corps, et c'est pour ça que ça peut être intéressant à l'âge adulte de faire le choix d'ouvrir cette partie-là pour accueillir la personne que vous choisissez vous.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous ne voulez pas qu'on mette quelque chose là-dedans, mais là où il y a les flatulences, vous voulez bien y mettre les pénis. Donc oui, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à... Ça date de sûrement quelque chose autour de ça. Oui, il y a de fortes chances. Bah écoutez, Émilie, c'est à vous de tirer les fils, hein, comme on dit. Nous, on est là que juste pour éclairer un petit peu, mais c'est pas à nous de les tirer. Merci beaucoup, Émilie. Merci. Je vous en prie. Merci, on fait une petite pause, Philippe Arlin, puis on se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est avec Philippe Parlin que nous évoquons les rapports bucco-génitaux. Donc, quand on parle de rapports bucco-génitaux, je rappelle que c'est donc fellation, cunilingus et anulingus d'ailleurs. Merci à Émilie de nous avoir aussi parlé de l'anulingus parce qu'au fond, on n'en a pas parlé depuis le début de l'émission, Philippe Parlin. Oui, c'est vrai. Souvent, quand on parle de rapports bucco-génitaux, on parle toujours de mettre la bouche sur les organes génitaux. L'anulingus, c'est un peu particulier. C'est une pratique, mais c'est vrai qu'il n'implique pas un organe génital. C'est pour ça aussi qu'on ne la met pas dans les deux pratiques bucco-génitales. C'est vrai, c'est vrai. Bonjour Sandrine. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe Parlin. Bonjour Sandrine. Alors, merci d'être avec nous. Alors allez-y, on vous écoute. Alors, excusez-moi. Oui, excusez-moi, c'est le direct. Voilà. Bon, alors, pour moi, effectivement, c'est une pratique que j'ai toujours fait. Enfin, j'ai toujours fait avec mes partenaires avant de connaître mon mari. Enfin, un partenaire particulier parce que on était jeunes, on était étudiants et on l'a fait ça au fur et à mesure. Et en fait, j'aime beaucoup parce que, alors, plus à mon âge maintenant, à 50 ans, parce que premièrement, comme je dis, par rapport au niveau vaginal, j'arrive à une préménopause et par rapport à la sécheresse vaginale en fait. Et en fait, avant d'avoir un rapport, déjà Eden, il me procure du plaisir, donc, et après, et moi par-dessus tout, je lui procure aussi du plaisir. Et on le fait, ça, je sais pas, ça s'explique pas. Je crois que c'est le phénomène du en même temps. Excusez-moi, je veux pas dire le en même temps, voilà, par rapport à ça. Voilà. Allons-y, c'est pas grave. On parle pas de la même chose, hein, Sandrine. Voilà, exactement, en même temps. On est très loin du en même temps auquel vous pensez. Non mais voilà, c'était un peu l'humour là-dessus. Donc en fait voilà, moi j'aime bien. Et alors par rapport à justement à la fellation, le fait qu'en fait mon ancien partenaire, enfin ami, alors c'était un amour on va dire de jeunesse, mais pas vraiment un amour de jeunesse. C'était quelqu'un, je venais de subir en fait à l'époque j'ai eu un gros traumatisme. J'avais perdu justement un amour de jeunesse d'un accident et lui il avait eu à ce moment-là il avait eu une grosse déception amoureuse énorme et on s'est dit tous les deux je sais pas, on avait vraiment besoin on était jeunes et puis on l'a fait ça, enfin vraiment on a appris au fil, enfin je sais pas comment vous expliquer, nos relations sexuelles ont évolué au fil des mois, mais on savait qu'on n'allait pas faire notre vie, après mais vous aviez besoin de réconfort l'un et l'autre et vous vous êtes trouvés à ce moment-là d'accord. Alors après, donc avec effectivement, c'était une pratique qu'on faisait tout le temps. Je crois qu'on avait besoin de ça avant la pénétration. C'était un besoin. Votre échauffement. Comment? Oui, c'était un échauffement. Et en plus, pour nous, ça nous faisait rire parce que c'était après c'est une histoire. J'adore Gainsbourg, donc. Alors on partait sur et c'était un échauffement, mais c'était un énorme plaisir et c'est vrai que la fellation au départ, je vous le dis franchement, moi au début c'est pas, j'aimais pas, c'est pas du tout. Et le fait donc de passer par cette pratique là, donc la position 69 comme on dit, la fellation, le fait que moi je ressentais un plaisir et qui me faisait quelque part jouir et que je partais en fontaine, automatiquement je vais pas dire le mot réussir, mais je sentais que lui il prenait plaisir et au niveau de la fellation, voilà en fait. Mais ça m'intéresse. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites et ça confirme un peu ce que je pense pour certaines femmes. En effet, le 69 peut aider à
à apprendre à apprécier la fellation. Oui, voilà. Et ce qui est après, ça a duré un temps. Et puis après, chacun, on a rencontré nos époux. Enfin, lui, sa femme, et puis on était étudiants. Et moi, j'ai rencontré mon mari. Donc après, on a arrêté, on va dire, on a dit stop à tout ça. Et donc après, avec mon mari, donc au début, non, c'était, on l'a pas fait de suite. Je sais pas pourquoi. C'était énormément autre chose. Bon, lui, ça a été d'autres pratiques sexuelles. Et après, là maintenant, alors je sais pas. Alors, quand effectivement quand la femme est indisposée, c'était mon rituel. Je lui disais je peux pas, mais je peux te faire une gâterie. Mais c'est vrai que je reste toujours dans l'idée que le fait qu'il me fasse un cuni, ça m'aide toujours au niveau de la fellation, même encore à mon âge, voilà. Je le dis franchement. Bon, après, c'est... Et donc lui, c'est pas une pratique qu'il aime le plus, mon mari, mais ça fait partir justement j'ai écouté Émilie quand elle a parlé c'est annulingus, je pense, et ça, oui. Voilà, parce que j'ai apprécié, voilà, ça aussi. C'est simplement parce qu'une fois, il m'a fait ça et j'ai apprécié. Mais là, c'était dans un autre cadre, on va dire. C'était plus par rapport à la sodomie, en fait. Et il y avait bref. Et c'est vrai que j'ai énormément apprécié. Je sais pas pourquoi. Voilà, je vous le dis. Mais vous avez apprécié la première fois ou vous appréciez maintenant tout le temps? Moi, oui, mais moi j'aime beaucoup tout ça, tout ce qui est à partir du moment qu'on me fait un cunine ou peu importe, j'ai besoin de ça justement, ouais. Oui, de stimulation anale. Oui. Voilà, énormément, ouais. Alors après, je l'appelle ça le lubrifiant naturel. Voilà. Je me suis dit c'est vrai. Voilà. Oui, mais je pense que la stimulation anale lors d'un cuni souvent augmente l'excitation de la femme. Et comme pour beaucoup d'hommes bien sûr. Qui sont sensibles à ça, la stimulation anale lors d'une fellation, c'est vraiment très très bien. Voilà. Et oui, effectivement, parce que c'est une partie aussi, c'est vrai, au niveau anal, c'est vrai que c'est là, même moi, par rapport au toucher, c'est vrai que je le faisais pas forcément. Et j'ai appris aussi par rapport à, en fait, tout est en pratique entre le toucher et, comme je dis, et après, à un moment donné, nos sens qui se développent un peu à une manière. Enfin, c'est bien. Il y a surtout, je crois surtout, Sandrine, qu'il y a une sorte, au moment où on introduit un doigt ou la langue dans l'anus, il y a une sorte il y a un relâchement qui va s'effectuer et qui va donc un petit peu relâcher toute la zone périnéale et forcément donc permettre une montée du plaisir. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Et puis alors après, attention, parce qu'il y a des personnes qui ne supportent pas qu'on leur touche l'anus pour encore une fois des questions de propreté, etc. Oui, donc, mais tout à fait, je comprends. Mais ça peut être en effet un booster, on va dire ça. Oui, alors moi ça m'a beaucoup aidé, juste je pense à quelque chose parce que j'ai eu 2 césariennes et après j'ai eu une péridurale parce qu'on m'avait opéré des varices justement et elle avait été un peu forte et en fait j'arrivais plus à ressentir ma vessie. Bon après c'est revenu et la relation, on va dire normale, sexuelle normale, une relation normale comme on va dire comme nous et au début, j'avais du mal, je le ressentais. Et en fait, il a fallu justement que mon mari passe sur une période de cunine pour ressentir ces émotions-là. En fait, voilà, c'était simplement pour vous dire ça. Eh ben merci. Parce que voilà. Non, mais merci beaucoup parce que votre témoignage, vous avez dit les choses avec beaucoup de sensibilité et de simplicité, et votre témoignage va certainement permettre à quelques femmes qui écoutent de libérer quelque chose. C'est grâce, je ne le dirai jamais assez, c'est grâce à vos témoignages qu'on avance tous ensemble. Voilà, merci Sandrine. Eh bien, merci à vous. Oui. Non, merci à vous. Philippe Parlin, dans un instant, le Love Conseil, les fameuses gorges profondes, on va en parler, on va dire comment faire ça et jusqu'où on peut aller. Et puis, vous pouvez évidemment, vous aussi, témoigner au 0826 300 300. À tout de suite. Faire le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil.
Alors, Philippe Arlin, on va parler de Gorge profonde. Alors, je rappelle que c'est le titre d'un film pornographique très ancien, qui date des années 75, je crois, 60, oui, je crois que ça doit être ça, où une actrice, c'est un film américain, où une actrice avait donc soi-disant un clitoris au fond de la gorge, et donc elle voulait absolument que les fellations soient les plus profondes possibles. Alors, ce film, c'est très drôle, je ne sais pas si vous vous en souvenez, de cette polémique qu'il y avait eu à l'époque. Certains considéraient que c'était un film très féministe et puis d'autres considéraient que c'était un film très machiste. Moi, je pense que c'est plutôt très machiste. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Philippe Arlin. Moi, je le classais plutôt dans les très machistes aussi. Oui, oui. Cette idée du clitoris dans le fond de la gorge, c'est surtout les hommes que ça arrangerait plutôt que les femmes. Donc, oui, il y a quelque chose de très machiste dans tout ça. Voilà. Bon, en tout cas, c'est le fantasme de beaucoup d'hommes, hein, de s'enfoncer le plus loin possible. Et alors, pourquoi c'est compliqué? C'est tout simplement parce qu'on a ce qu'on appelle la glotte, hein, je crois, qui est quelque chose qu'on a au fond de la gorge et qui justement va réagir pour pas qu'on avale quelque chose de trop gros qui nous mettrait en danger de mort. Hein. Donc c'est normal d'avoir d'étouffer, voilà. Puisque si on avalait, par exemple, imaginons un gros cylindre, un jouet intime un peu gros, si on l'avalait, on serait totalement au niveau du pharynx complètement étouffé, évidemment. Donc c'est normal d'avoir envie de vomir, c'est ce réflexe qui est provoqué par la glotte, c'est donc une protection pour ne pas avaler un objet trop lumineux. Une fois qu'on a compris ça, il faut donc s'apprivoiser et il faut voir comment on peut faire et il faut que l'homme soit aussi conscient de ça et ne pas avoir une poussée trop violente qui va évidemment non seulement faire mal et puis donner une sensation désagréable à la femme, mais surtout augmenter sa peur parce que souvent il y a des femmes qui ne veulent plus faire de fellation parce qu'elles ont eu des sensations trop désagréables et donc voilà. Alors il y a 2-3 petites choses quand même qu'on peut conseiller. Déjà, si vous avez cette sensation que ça va trop loin, vous pouvez déglutir un peu comme si vous vouliez avaler de la salive et ça va déjà faire passer ce sentiment désagréable de vomir. Et puis ensuite, vous comprendrez que vous pouvez déjà mieux contrôler ce réflexe. Et puis après, il suffit de mettre votre main à la base de la verge et comme ça, vous pouvez bloquer et n'engloutir, si je puis dire, que ce que vous avez la possibilité d'engloutir. Et pour l'homme, si vous serrez de la même manière que vous serrez avec votre bouche, il aura la sensation d'être plus profond. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez ajouter quelques précisions, Philippe Arlin, parce que c'est vrai que c'est... Enfin, les 3 étapes que vous venez de décrire sont importantes. C'est-à-dire que il faut vraiment ne pas se forcer soi et prendre le temps d'arrêter à une étape, effectivement de déglutir, de s'habituer. Et puis, pour l'homme, c'est important de comprendre que moins on pousse, plus on peut gagner, justement, parce que c'est plus intéressant que ce soit la femme qui prenne et qui décide d'emmener le pénis au plus profond de sa bouche que nous de pousser parce que on risque de le faire à un moment où elle n'est pas prête. Et donc le conseil pour ceux qui veulent vraiment en arriver là, c'est que ça soit vraiment la personne qui suce qui prenne la décision d'aller plus profond et non pas la personne qui se fait sucer, parce que là il y a toujours un risque effectivement de créer un réflexe vomitif ou autre chez la personne qui suce. Voilà, donc c'était le Love Conseil, gorge profonde, voilà. Bonjour Yannick. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, assez pro 69 aussi, Yannick? Alors, moi je suis très pro cunilingus, pas trop 69. D'accord, ok. Bah, voilà, c'est bien. Donc vous rentrez dans les statistiques, hein, voilà. Est-ce que vous aimez la fellation quand même? Ah oui, non, mais j'aime bien la fellation et tout, mais c'est vrai que la position du 69, je l'aime moyennement. Je la déteste pas, attention, hein. Mais moi, je préfère pratiquer le cunilingus sur ma partenaire, quand par exemple elle va être allongée ou autre, et moi, ça va me permettre de caresser plusieurs zones en même temps que dans la position du 69, je ne peux pas. Donc du coup, ça me frustre un peu.
Oui, puis vous êtes peut-être très au fait de faire le cuni, et donc si on vous fait une fellation, ça vous déconcentre, ça perturbe. Exactement. Je peux pas être focus sur ce que je fais réellement. Et voilà, moi j'aime bien. Et puis en plus, j'adore caresser à ce moment-là, masser autour du nombril. Je trouve que c'est une zone que les gens... autour du nombril. Ah oui. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment bien, quand on pratique le cuni, le massage autour du nombril. Je ne sais pas pourquoi. Oh, ça doit être parce que c'est le ventre. Hein. Je ne pense pas que ce soit particulièrement le nombril, parce que le nombril, ça ne me paraît pas être une zone spécialement énervée. Non, mais voilà, parce que le nombril, ça permet de situer l'endroit où je masse, quoi. Oui, bien sûr, c'est d'accord. Parce que le ventre, c'est une sensation, c'est certainement une sensation agréable, bien sûr. Ouais, c'est vrai que voilà, quand on fait le 69, on prend du plaisir tous les deux en même temps, mais du coup, c'est vrai que voilà, on peut pas, le plaisir qu'on prend, du coup, ça nous déconcentre un peu. Voilà. Oui, et puis il faut aussi dire une chose qu'on a peut-être pas dit encore sur le 69, Philippe Arlin, c'est que dans le 69, il y en a souvent un des deux qui est pas dans une situation si confortable que ça. C'est ça. Il faut aussi prendre une position qui va le rendre confortable, et c'est pas toujours le cas. Et c'est aussi pour ça que beaucoup ne l'aiment pas, parce que on a un bras bloqué, on peut pas pleinement faire ce qu'on veut, et du coup, on a l'impression peut-être de subir plus. Oui. Quand on est l'un sur l'autre, effectivement, des fois, dans certaines positions, il y en a qui forcent. Il vaut mieux d'ailleurs être côte à côte que l'un sur l'autre, hein, parce que il y en a toujours un des deux qui est en position inconfortable quand il y en a, alors que côte à côte c'est plus facile. Mais en tout cas, vous préférez, mais vous rentrez, de toute façon c'est la majorité. Hein, vous représentez la majorité, Yannick. Bon, et puis en plus, moi c'est vrai que je préfère être dans l'autre sens pour pratiquer le cuni. C'est-à-dire? Au niveau de l'utilisation de la langue, dans un sens, je préfère dans l'autre sens. Alors qu'au 69, on utilise plus dans un sens quand on est en position allongée, où la partenaire est face à vous, et allongé, vous êtes dans son prolongement. Je préfère être dans cette position-là, quoi. Je visualise pas, mais c'est pas grave. Vous visualisez peut-être, vous, Philippe Arlin? Non, j'ai eu du mal aussi à visualiser. C'est-à-dire que dans le cuni, on a tendance à lécher plutôt du clitoris vers le vagin, Ouais. Et l'autre, c'est dans l'autre sens. Je préfère, parce que du coup, on peut plus facilement isoler le clitoris ou le vagin en fonction de ce qu'on a envie. D'accord, ok, je comprends. Du ressenti de la partenaire. Ça y est, on visualise, Yannick. Merci de cette précision. Bon, je vois que vous êtes un expert, en tout cas. Ah, moi, j'adore ça, je peux y passer des heures. Oui, mais bon, et puis comme toute personne qui aime, vous devez le pratiquer très bien, j'imagine, parce que vous êtes, parce que ce qui est toujours pareil dans cette pratique bucco-génitale, il faut être dans sa sensation, il faut pas être dans l'intellect. Enfin, je veux dire, il faut pas être en train de se dire je vais faire comme ça parce que c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Non, il faut ressentir ce que le plaisir de l'autre et se laisser guider par ça. Vous êtes d'accord, Yannick? Exactement, et c'est pour ça que les mains aident beaucoup, puisque quand on a les mains sur le ventre, sur l'ensemble du corps, on ressent des fois des frémissements ou des mouvements du corps qui nous indiquent qu'on est plus là on est bien, ou là peut-être la personne préfère moins, et du coup on s'adapte un peu. Oui, vous êtes plus connecté au corps de l'autre. Tout à fait. Et donc à ces vibrations qui sont finalement assez subtiles. Hein. Oui, et puis voilà, donc moi je veux dire, je sais que je préfère des fois faire un bon cuni, même s'il n'y a pas de pénétration derrière, par la suite, parce que je prends énormément de plaisir à sentir la personne vibrer. En fait, sous ses caresses, que ce soit avec la langue, les doigts ou les mains, quoi. Alors, je vais poser une question un peu, on va dire un peu sournoise, Yannick, Philippe Arlin, et vous pouvez me répondre tous les deux. Au fond, quand on entend Yannick nous dire tout le plaisir qu'il ressent, finalement, c'est très égoïste, c'est pas du tout généreux. Très égoïste pour qui? Pour vous, puisque vous prenez beaucoup de plaisir. Mais on en donne aussi beaucoup. Oui, je sais bien. J'avais dit que c'était une question un peu piège. Peut-être l'intérêt du 69, Brigitte. C'est-à-dire de ne pas être dans une position où on est le seul à prendre du plaisir.
Mais encore une fois, je crois qu'il y a énormément de plaisir à en donner. Donc, moi, je crois que dans la fellation, comme dans le cuni, les deux prennent du plaisir. C'est pas le même, mais et c'est parce qu'ils en prennent que ça va être réussi. Alors, je vais aller plus loin dans ma question, que vous compreniez bien, Yannick, et que surtout les auditeurs comprennent bien. Parfois, quand on aime tellement donner du plaisir, c'est que quelque part, on n'est pas tout à fait suffisamment libre d'en recevoir. Et je dis pas que c'est votre cas, hein, Yannick. Je dis juste qu'il faut toujours faire attention quand on est réellement que dans la demande de donner du plaisir à l'autre. Il faut bien vérifier que soi-même, on soit capable de se lâcher et de lui offrir aussi notre plaisir. Oui. Oui. Je pense que c'est pour ça que certains vont être mal à l'aise avec le 69 parce qu'ils sont dans la difficulté à recevoir et ils préfèrent faire, donner, entre guillemets, contrôler un peu. Alors, moi, le 69, c'est plus la position qui me... Parce que du coup, je suis pas libre de faire comme je veux. Mais après, moi, j'apprécie aussi d'avoir une bonne fellation ou des plaisirs, et je vais le prendre... Je ne vais pas le prendre en égoïste en me disant mon Dieu, qu'est-ce qui se passe Alors je vais vous poser une question, Yannick. Est-ce que vous êtes capable d'éjaculer dans la bouche de votre partenaire quand elle vous fait une fellation? Oui. Bon, donc tout va bien. Ce que j'ai remarqué souvent, enfin tout va bien, j'ai pas à juger les pratiques de personne. C'est idiot ce que je viens de dire. Mais ce que j'ai remarqué, je sais pas si vous êtes d'accord, Philippe Arlin, que souvent les hommes qui adoraient le cuni, c'est souvent des hommes qui n'arrivaient pas justement à jouir dans la bouche de leur partenaire. À complètement se laisser aller, et donc ils étaient plus à l'aise dans le fait de donner que de recevoir. Oui, tout à fait. Oui, voilà. Par contre, voilà, moi j'ai eu une partenaire qui ne voulait pas que je jouisse dans sa bouche. Voilà. Elle adorait les cunis, mais par contre, elle ne voulait pas que je jouisse dans sa bouche. Donc non, mais ça c'est autre chose. Vous la respectez et ça n'a rien. Oui, ça c'est autre chose. Mais voyez, c'était ça le sens de ma question, Yannick. Pas spécialement. Encore une fois, je ne vous soupçonnais pas d'être incapable de recevoir du plaisir. C'était juste parce que je trouve que c'était intéressant par rapport à votre témoignage, qui est fort aussi, qui est intense, de faire comprendre peut-être à certains qui nous écoutent, qu'il faut aussi savoir le recevoir, le plaisir. Ah, mais par contre, moi je vais être clair, parce que moi j'ai maintenant un certain âge. Au tout début, quand une partenaire me pratiquait une fellation jusqu'à éjaculation, j'avais quand même un sentiment de culpabilité. Par la suite, ça m'a quitté. Mais au tout début, oui, parce que j'avais l'impression finalement d'avoir été égoïste. Mais alors que finalement, non, puisque c'est la personne qui accepte de... Elle voit bien quand vous allez éjaculer et jouir, donc elle sait qu'elle va jusqu'au bout. Donc après, je le prends plutôt par la suite, après longue réflexion et puis avec les années aidant, je le prends plutôt comme un cadeau. La personne me fait un cadeau, elle m'offre un plaisir jusqu'au bout, quoi. Merci d'avoir dit ça, parce que je crois que c'est le cas, en effet, pour certaines personnes, hein, Philippe Arlin. Oui, c'est vraiment un point important à souligner. Eh ben on avance et on va bientôt conclure, mais je crois qu'on aura dit beaucoup de choses grâce à vous, bien sûr. Allez, une petite pause et puis on se retrouve tout de suite. Sud Radio. C'est avec Philippe Arlin, sexothérapeute, que nous essayons de répondre à toutes vos questions et qu'on vous éclaire justement sur les rapports bucco-génitaux. Je rappelle bien sûr que Philippe Arlin vous donnait également des consultations par téléphone. Hein. S'il y a des gens qui voulaient qui avaient d'autres questions à poser, vous pourrez bien sûr rejoindre Philippe Arlin. Karine est avec nous pour conclure. Bonjour Karine. Philippe, merci de me recevoir. Bonjour Karine. C'est toujours un plaisir. Oui, donc moi j'ai pas de problème avec la fellation ou le cunilingus. C'est plus dans la position, mais pour le coup on en a beaucoup parlé. C'est vraiment avec le 69 que j'ai un souci. Et finalement, au fil de l'émission, parce que moi je suis sur la route, je vous écoute tout le temps. Et là j'ai écouté pratiquement pendant les 2 heures. Je pense que c'est un rapport au corps que j'ai. C'est vraiment ce souci que j'ai avec mon rapport au corps, quoi. J'arrive pas à avoir plaisir du tout, en fait, mais vraiment pas du tout. Autant sur un cunilingus, oui, simple, et sur une fellation, je vais même avoir du plaisir, à donner du plaisir, mais sur le 69, pas du tout.
Alors, c'est intéressant parce qu'il faudrait savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce que vous n'aimez pas votre corps trop et que dans cette position-là, c'est vrai que le corps, il est laissé à lui-même, si je puis dire. Il faut vraiment lâcher. Je pense qu'il y a ça, et je pense qu'il y a le fait aussi de peut-être vouloir bien faire à l'autre en simultané. Et du coup, j'arrive pas à me lâcher sur mon plaisir, en fait. Oui, ça c'est fréquent, oui. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué parce que j'ai un homme qui aime ça, hein, mais bon, des fois je le fais pour le faire plaisir, mais c'est vrai, enfin, on ne sait pas, quoi. Parce que... ouais. Ce qu'il faudrait déjà, c'est que vous soyez plus à l'aise pour faire la fellation que lui pour le cuni. Ça serait déjà important de bien vous positionner de cette manière-là. Et si c'est votre rapport au corps, peut-être garder un peu de sous-vêtements, quelque chose aussi, si vraiment. Je sais pas. Qu'est-ce que vous diriez, Philippe? Oui, mais qu'est-ce qui bloque au niveau de votre corps le plus? Parce qu'effectivement, il faudrait peut-être garder quelque chose, mais qu'est-ce qui vient bloquer? Est-ce qu'il y a une partie particulière? Oui, c'est pas forcément c'est pas le haut du corps, c'est le fait de m'ouvrir comme, souvent je suis sur lui, sur le 69, et c'est vraiment de m'ouvrir face à lui, quoi. Je suis pas à l'aise avec ça. Vous seriez plus à l'aise en dessous déjà, il me semble. Oui, si on inversait déjà, si c'était lui qui était au-dessus de vous. Oui, mais le problème, c'est qu'on est sur la deuxième position, sur le fait que moi, du coup, je j'arrive pas non plus parce que et puis la position m'est pas confortable quand il est sur moi, de toute façon. Et côte à côte? J'ai pas essayé côte à côte. Oui, parce que dans l'un sur l'autre, ça risque toujours de créer un inconfort, surtout quand l'homme est au-dessus. Il y a un peu le poids de son corps sur la bouche, donc il y a un peu un risque de gorge profonde involontaire. Le côté est quand même la position idéale du 69, je trouve. C'est vrai qu'on n'a pas essayé. Parce que quand vous êtes au-dessus de lui, il y a effectivement tout. Il y a votre sexe, mais il y a aussi votre fessier. Il y a vraiment cette impression de s'asseoir. C'est pas une impression. On s'assoit sur l'autre et c'est pas la même image quand lui vient poser sa tête entre vos jambes et s'occupe de vous. Oui, tout à fait. Autant, oui, sur un cunilingus simple, j'ai pas de souci. Mais pas du tout, hein, même. Et puis en plus, il y a quelque chose de très agréable sur le côté, c'est que la cuisse du ou de la partenaire sert d'oreiller. Donc c'est aussi tout à fait confortable de venir se caler la tête là, lever entre vos jambes pour vous donner du plaisir. Oui. Écoutez, on va tenter. Souvent, la position change énormément de choses. Et ça, c'est important, et pas que pour les préliminaires, pas que pour les rapports bucco-génitaux. Pensez à réfléchir la position de façon à ce qu'elle soit confortable, de façon à ce qu'elle mette en présence des parties qui vous gênent moins. Parce que ce qui compte, c'est d'être bien. C'est ça. Oui, parce que de toute façon, on ne peut être dans le plaisir que quand on est confortable. Voilà. Alors peut-être qu'il y a une chose aussi que vous pouvez faire, Karine, c'est que vous faites un 69 donc côte à côte et non pas l'un sur l'autre. Et puis au départ, vous vous concentrez pas tellement sur sa fellation. Vous vous laissez plus dans votre plaisir à vous. Et puis vous avez quand même son pénis dans votre bouche, mais c'est pas grave. Même si vous faites pas très bien, c'est pas grave. De manière à ce que vous puissiez arriver, vous, à du plaisir. Et comme vous allez arriver à du plaisir, la fois d'après, vous saurez que vous arrivez au plaisir. Donc, vous pourrez vous concentrer un tout petit peu plus sur la fellation. Et par étapes, vous allez peut-être y arriver. Vous voyez ? Parce que, puisque lui, il a envie. Donc, mais il va comprendre qu'au début, vous lui expliquez, vous lui dites, OK, on essaye le 69, mais moi, je garde ton pénis dans ma bouche, mais je vais pas spécialement m'appliquer à te faire une fellation. D'accord. Vous voyez, et comme ça, vous allez, ça va libérer quelque chose, et peut-être que petit à petit, vous y arriverez très très bien, et vous aurez un orgasme simultané, parce que l'intérêt du 69, c'est quand même un des moments les plus faciles pour avoir l'orgasme simultané. Et oui, alors que sur les, on n'a pas de blocage, hein, et c'est vraiment que ce blocage-là. Oui, mais j'ai bien compris. Après le reste.
J'ai bien compris que vous aviez aucun blocage ni avec la fellation ni avec le cuni, donc c'est pour ça qu'il y a, à mon avis, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas en suivant les quelques conseils qu'on vous a donnés. Il me semble qu'il n'y a pas de raison. D'accord. Très bien. Et puis votre rapport au corps, là c'est encore une fois pareil, c'est sans doute qu'il y a eu un petit truc qui a à un moment donné un peu bloqué. Il faut pas forcément nécessaire de chercher quoi. Il faut juste. Mais je pense que c'est vraiment le fait de m'asseoir, de m'ouvrir complètement face à lui. En fait, oui, c'est ça. Et vous voyez, il n'y a pas que votre sexe dans ce cas-là. Il y a aussi vos fesses, il y a aussi votre anus. Donc c'est aussi tout ça qui peut bloquer. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et dans la position côte à côte, vous serez moins, à mon avis, dans cette sensation-là. Oui. Bon, merci Karine, en tout cas. Merci d'avoir pris un petit peu de temps sur votre route pour témoigner. Oui, merci beaucoup. Merci à vous pour tout ce que vous faites. Merci. Oh, c'est gentil. Karine. Philippe Arlin, il nous reste une petite minute et demie pour conclure. Je vous laisse dire peut-être ce qu'on aurait oublié de dire par rapport au fait que peut-être, encore une fois, c'est pas forcément des préliminaires, les rapports bucco-génitaux, bien sûr. Si, ça, je pense qu'on l'a bien entendu à travers les auditeurs que c'était bien plus que des préliminaires, ça impliquait beaucoup plus que des préliminaires. D'ailleurs, quand on n'a pas envie de le faire, on voit à quel point c'est pas une simple pratique anodine. Ce que j'ai trouvé intéressant, justement, c'est autour du 69, c'est qu'on voit bien que ça met en jeu énormément de choses et que c'est pour ça que peut-être pour beaucoup c'est encore une pratique compliquée parce que il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de pistes explorées, qu'on a donné des éléments. Là justement avec Karine, on a parlé des positions dans lesquelles on le faisait. C'est tout bête, mais effectivement, là, on voit qu'il n'y avait pas eu d'expérimenter une position sur le côté. Donc voilà, il faut se donner les moyens de voir ce qu'on aime, de voir ce qui nous bloque, d'en parler, d'essayer de trouver des solutions. Et encore une fois, c'est en communiquant que tout s'arrange. Alors, juste dernier point qu'on n'a pas abordé, c'est important quand même, par rapport aux IST, je sais que vous avez beaucoup travaillé à SIDA Info Service, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a quand même quelques risques, beaucoup moins évidemment, mais... Il y a évidemment quelques risques à partir du moment où on peut avoir au niveau vaginal comme au niveau de la verge, ça peut être des champignons, ça peut être des bactéries, ça peut être différents éléments, ils peuvent être transmis. Alors évidemment, si on est sur une notion de CUNY, ils vont se transmettre au niveau de la gorge, certains vont créer des maux de gorge, mais il y a quand même quelques risques de se transmettre parce qu'après on peut très bien le transmettre à un autre endroit, donc il faut être prudent. Ça ne justifie pas, en tout cas dans un rapport un peu détendu à son corps, ça ne justifie pas, je pense, l'utilisation de préservatifs, mais si c'était le cas, il faut savoir que ça existe. Il existe même des digues dentaires, c'est-à-dire des morceaux de latex que l'on met, qui se tendent, qui sont très légers, même pour faire un cuni. Voilà. C'était important de terminer quand même par ça. Merci beaucoup Philippe Arlin, on vous retrouve très vite Brigitte. Bien sûr, et on peut bien sûr vous lire aussi dans différents livres que vous avez écrits. Tout de suite vous retrouvez C'est votre avenir. Demain on sera avec Yvon Dallaire et on saura quelles sont nos différences sexuelles et amoureuses entre les hommes et les femmes, parce qu'il y en a, et c'est peut-être bien de temps en temps de rappeler que les hommes et les femmes ne fonctionnent pas toujours de la même manière, même si bien sûr il ne faut pas rester dans les stéréotypes des siècles derniers.